Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Africa Télévision. Voici les titres de cette édition. En Tunisie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Un scrutin libre qualifié d'historique et les électeurs attendent beaucoup de cette élection. Et en Guinée, le taux de contamination est en baisse cette semaine en matière d'épidémie d'Ebola. Les efforts du gouvernement ainsi que les différents acteurs et partenaires commencent à se faire sentir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur les élections en Tunisie et ces jours de vote ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Au total, 27 candidats en lice, dont le président sortant Monsef Marzouki, candidat à sa propre succession. Nous voyons donc en train de voter tout à l'heure Beji Kaïd Essebsi, le candidat du parti anti-islamiste Nida Tounes. Il s'agit de la première élection libre de l'après-révolution, ce qui suscite un engouement auprès des électeurs. Nous écoutons leur réaction. Aujourd'hui est un jour de fête pour nous. On est venu choisir notre président et cela nous rend heureux. Beaucoup de gens sont venus voter. Ils font leur devoir de citoyen. J'espère que le vote va bien se passer. La Tunisie est le pays où le printemps arabe a commencé. L'organisation de cette élection sera une victoire pour tous les Tunisiens, mais aussi un modèle pour les pays arabes. Nous en sortirons grandis. Terrorisme à présent avec cette information de nos confrères de l'AFP. Une quarantaine de vendeurs de poissons ont été tués dans le nord-est du Nigeria par des islamistes du groupe Boko Haram. Les commerçants se rendaient au Tchad pour acheter du poisson. Lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Premier ministre français Manuel Valls effectue une visite en Afrique subsaharienne depuis ce vendredi. Cette visite de 2 jours qui doit lui permettre de rencontrer les troupes françaises de l'opération Barkhane mise en place pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Et ce samedi, au cours de sa rencontre avec la communauté française à N'Djamena, Manuel Valls s'est exprimé sur la situation générale en matière de terrorisme. Au nord du Nigeria et du Cameroun, de l'autre côté du fleuve, des fanatiques et des criminels tuent, violent, pillent, avec l'objectif d'instaurer un califat. Et la situation en Libye est source de grande inquiétude pour la communauté internationale, avec des groupes terroristes très actifs. Et c'est sans doute aujourd'hui l'un des sujets majeurs de préoccupation. Vous le savez, en matière de lutte contre le terrorisme, la France, parce qu'elle est une grande puissance, agit avec la plus grande détermination et avec une très grande fermeté. Sa ligne de conduite ne changera jamais. Chaque fois qu'un pays ami est victime du terrorisme, nous sommes et nous serons à ses côtés. Et Manuel Valls est arrivé ce dimanche à Niamey, au Niger, deuxième étape de sa tournée au Sahel, une visite qui entre également dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour faire le point sur les mines d'uranium exploitées par Areva. En prélude au 15e sommet de la francophonie qui doit se tenir à Dakar du 29 au 30 novembre prochain, le président Macky Sall est allé rendre visite à Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF à Paris. Cette rencontre a permis au chef de l'État sénégalais de rendre hommage à Abdou Diouf pour son travail accompli à la tête de cette organisation. Une matinée spéciale au 19 avenue Bosquet, siège de l'OIF. À la veille de son départ, le secrétaire général reçoit la visite du président Macky Sall. Prélude du sommet de la francophonie qui va consacrer dans quelques jours la sortie honorable de l'ancien président du Sénégal. L'entretien revêt donc un cachet symbolique. Il est dans le même temps une heureuse occasion pour le président Macky Sall de rendre hommage au président Diouf. J'ai choisi ce matin, malgré un agenda international particulièrement chargé, de passer par Paris et saluer le président Diouf. Vous voyez ma déformation, je ne dis jamais le secrétaire général, parce qu'il a été mon président pendant 19 ans. Et donc de venir saluer l'équipe qui l'a accompagné pendant toutes ces années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie et à la veille du 15e sommet de Dakar,
pour lui témoigner de notre affection et de notre satisfaction par rapport au bilan qu'il va laisser à l'organisation. À la tête de la francophonie, le président Diouf a imprimé sa marque. Certainement pas étonnant pour le successeur du poète président Léopold Sédar Senghor, dont cette salle porte le nom. L'œuvre ainsi réalisée a été magnifiée par le président Macky Sall dans le livre d'or de la francophonie qu'il a signé. On continue de faire le ménage au Burkina Faso et cette fois-ci au sein de la Chambre du commerce. En vue d'assainir ce service, il a été décidé de dissoudre la Chambre consulaire et également de suspendre les monopoles commerciaux. Depuis le 30 octobre 2014, date du soulèvement populaire, le vent de changement semble gagner toutes les sphères de la vie socio-économique du Burkina Faso. Réunis au sein du collectif des professionnels de l'industrie, du commerce, des services et des OSC, ces acteurs du secteur économique entendent agir pour une chambre de commerce assainie. La raison de leur coup de gueule, une gestion opaque de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce que nous reprochons à la chambre de commerce, il y a plusieurs choses. D'abord la gestion. Il n'y a aucune transparence. La chambre de commerce ne donne jamais un bilan de ses activités qui sont faites. Ce n'est jamais porté à la connaissance des membres. Et également, il y a une gestion politique. Les fonds de la Chambre de commerce sont utilisés pour financer des partis politiques. Ce n'est pas son objectif. Et la Chambre de commerce gère également des fonds donnés par des institutions comme la Banque mondiale pour aider à la formation des commerçants, des entrepreneurs et des industriels. Malheureusement, ces fonds-là sont gérés entre les responsables de la chambre consulaire qui, certains sont là depuis 40 ans. Il recommande par la même occasion de nouvelles mesures pour restructurer et permettre à la chambre de commerce de mieux fonctionner. Nous avons jugé que le moment est opportun pour que nous montons au créneau, pour que d'une part, on procède purement et simplement à l'annulation de la chambre consulaire, qu'on reprenne des élections, après avoir suspendu les textes organiques, reprocéder à la lecture pour que l'ensemble des composantes de l'économie puissent retrouver son compte. Pour le collectif, cette action ne vise point à créer une situation conflictuelle avec l'équipe dirigeante actuelle, mais à se mettre ensemble pour trouver une solution consensuelle. Célébration à présent, le Mali, à l'instar des autres pays de l'Afrique, a célébré ce samedi la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Eh bien, 2 jours durant, responsables et acteurs de développement industriel vont mener des réflexions sur les progrès réalisés et les efforts à accomplir en vue d'un développement industriel durable de nos pays. Le reportage de Daouda Kamaté, s'écoutons bien. Il ne peut y avoir un développement harmonieux sans une industrialisation forte. C'est en ce temps ce que l'on peut retenir de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Au Mali, 2 jours vont permettre à l'État ainsi qu'aux opérateurs économiques et financiers d'échanger autour des questions relatives aux sources de financement alternatifs en vue d'accroître substantiellement le niveau d'industrialisation du pays, qui se trouve malheureusement à une place peu honorable avec 4% contre 11% comme norme dans l'espace UEMOA. Confronté à la fois à des défis structurels et conjoncturels, l'industrialisation reste le seul gage pour le gouvernement de créer des emplois de masse et amoindrir de peu la pauvreté, surtout que le potentiel dans le domaine de l'agriculture ne manque pas. On célèbre l'industrie malienne, on célèbre les potentialités que notre industrie a pour développer nos produits, mais également pour faire d'autres types d'industries, comme vous avez pu le voir, d'autres types d'industries qui ne sont pas forcément agroalimentaires. Cette journée-là, c'est également le moment de s'asseoir, que toutes les parties s'asseyent et discutent des problématiques, mais également des pistes de solutions, des ambitions des industriels et de tout ce que l'État peut apporter également en termes d'appui, en termes d'assistance aussi. Au cours de cette cérémonie, plusieurs thèmes ont été débattus à travers des panels, notamment le financement alternatif de nos industries, cas de la bourse des valeurs immobilières de l'UEMOA, le développement industriel inclusif et durable, l'agro-industrie africaine pour la sécurité alimentaire et le rôle de la commande publique dans le développement industriel. Vous avez le défi, je dirais, de l'accès au crédit, le défi technologique, le défi de la sécurisation des sources d'approvisionnement.
Vous avez le défi sans doute réglementaire de la protection, vous avez d'autres défis en termes de l'énergie, de la disponibilité de la main-d'œuvre. Tous ces défis, il y a certains quand même qui sont arrivés à les gérer et à réussir. Je pense que nous devons mettre en avant des réussites industrielles. Ceux qui ont eu des difficultés à les gérer, là où cela est nécessaire, nous devons les soutenir et les accompagner. Ainsi, plusieurs entreprises de la place ont saisi l'opportunité pour venir exposer leur savoir-faire dans divers domaines, comme par exemple cet opérateur qui s'est spécialisé dans la fabrication de cuves, matelas et accessoires de tout genre pour la maison. Nous avons jugé nécessaire d'étaler tout notre savoir-faire à travers la présentation de nos produits, à commencer par les matelas, les salons marocains, les salons européens, le tout nouveau-né de Fofi que nous appelons le matelas Kotor. C'est un matelas conçu avec de la mousse haute densité qui maintient les parties du corps intactes et favorise la circulation du sang. À travers une visite de stand, le Premier ministre a pu s'enquérir du potentiel et de la capacité des industries maliennes. Santé à présent et nous parlons de l'épidémie d'Ebola en Guinée, un des pays les plus touchés par cette maladie. Eh bien, selon le nouveau rapport de cette semaine, dans les zones les plus touchées par l'épidémie d'Ebola, le taux de contamination est en baisse. La Guinée a enregistré jusqu'à la date du 20 novembre 2077 cas de contamination du virus Ebola. Depuis mars dernier, 1233 malades sont décédés dans tout le pays. Ces chiffres sont délivrés cet après-midi à la presse par la coordination nationale de riposte à Ebola. Donc 64 cas confirmés. Macenta 11, Kerouané 6, Zélékoré 10, Farana 12, Sigiri 2, Kankan 8, Bela 6, Géguédou 1 et Kouroussa 8. Et 10 cas suspects. C'est-à-dire Kissidougou 2, Gékedou 3, Zélékoré 2 et Farana 3. Au CTE de Macenta, il y a 19 cas, dont 13 confirmés et 6 suspects sont hospitalisés. Au CTE de Conakry, cas confirmés et 9 cas suspects sont hospitalisés. Le gouvernement guinéen et les partenaires internationaux semblent réussir le combat contre Ebola dans les préfectures de Koya, Forêt-Karia et la ville de Conakry, où la maladie avait pris de l'ampleur. Les efforts de lutte menés démontrent une baisse de la contamination. Durant cette semaine, aucune nouvelle préfecture du pays n'a manifesté de cas. Toutefois, la vigilance est de mise. On n'est pas dans une crise humanitaire aussi importante en Guinée comparée aux deux autres pays. D'où l'importance pour les familles de signaler rapidement s'il y a des cas suspects. C'est l'intérêt des familles, c'est l'intérêt des cas, parce qu'on voit très bien que s'ils sont amenés tôt au CTE, au centre de traitement, ils ont beaucoup plus de chances de s'en sortir. Au total, 646 patients sont sortis guéris des différents centres de traitement Ebola en Guinée. Un succès dû à la prise en charge rapide des personnes suspectes du virus par les agents sanitaires du pays. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est pourtant toujours d'actualité. Eh bien, il s'agit de la lutte contre le VIH-Sida. Et selon l'ONU-Sida, les statistiques sont satisfaisantes en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Une demi-heure, c'est le temps de l'audience accordée par Nyenema Mamadou Koulibaly, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, au directeur régional de l'ONU-Sida. Mamadou Ponzio Diallo était accompagné à cette audience par Tamsir Sall, représentant résident de l'ONU-Sida au Togo. Il a fait un rapport sur l'indice composite de la politique de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le domaine d'intérêt de l'ONU-Sida, la lutte contre cette pandémie, connaît une progression importante et positive en Côte d'Ivoire. L'accès au traitement pour les personnes vivant avec cette maladie, ici en Côte d'Ivoire, près de 6 Ivoiriens sur 10 victimes de cette maladie sont sous traitement avec des ressources du gouvernement ivoirien ou des ressources que le gouvernement mobilise auprès de ses partenaires au développement. Sur le front de la lutte pour l'élimination de la transmission de la maladie de la mère à l'enfant, la Côte d'Ivoire fait aussi figure de pionnière dans la région, parce que 7 femmes ivoiriennes enceintes sur 10 porteuses de la maladie sont sous traitement afin d'éviter qu'elles ne transmettent la maladie à leurs enfants.
La lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire repose essentiellement sur une stratégie décentralisée et multisectorielle. La société civile est également fortement impliquée pour soutenir et compléter les actions gouvernementales. Cet élan collectif de renforcement de la riposte nationale bénéficie du soutien du secteur privé à travers les fêtières que sont la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire pour la lutte contre le VIH-Sida et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.